Donc je vais parler des formes diverses et de bases communes de divers types d'associations pour la gestion participative de l'irrigation. Alors pas seulement de l'irrigation, on va voir. Donc c'est une présentation qui est issue d'une étude que nous avions faite dans le cadre du PAP Agir en 2011. Le PAP Agir étant un projet en Tunisie d'action sur les groupements de développement agricole qui sont les associations de gestion de l'eau tunisiennes. La mission, c'était de comparer la gestion d'aménagement hydraulique d'intérêt public par diverses associations d'usagers. Donc, on avait fait une comparaison sur, bien sûr, les groupements de développement agricole de Tunisie, les associations syndicales autorisées de France, qu'on connaît très bien, les associations d'irrigants d'Haïti, où on a travaillé longuement, et puis une situation un peu original pour quand on parle d'irrigation, c'est les Waterschappen des Pays-Bas, qui est une institution de gestion d'aménagement hydraulique, pas pour l'irrigation, mais pour sauvegarder principalement les territoires de l'invasion de la mer. On avait travaillé sur d'autres associations, mais je vais me limiter qu'aux 4 premières aujourd'hui. Donc pour faire cette comparaison, je me suis d'abord demandé concrètement, je me suis placé d'abord dans la peau du gestionnaire. Je me suis posé la question, quelles sont les grandes fonctions du gestionnaire? Donc les grandes fonctions, c'est exploiter l'aménagement, assurer la continuité du service, assurer la maintenance, mais aussi l'administration, c'est-à-dire prendre des décisions qui soient légales et qui soient aussi légitimes, reconnues à la fois en interne et aussi en externe. Pouvoir en rendre compte, éventuellement pouvoir agir en justice, que les décisions soient reconnues de façon ultime par la justice. Financer le fonctionnement, faire évoluer l'ouvrage en fonction des besoins et des contraintes qui apparaissent, financer l'investissement et le renouvellement. Donc voilà les grandes fonctions, les moyens à prendre pour les assurer, c'est de bâtir des fondements juridiques et des règles pour cette gestion, d'obtenir des ressources financières, si possible, stables, et puis pour pouvoir évoluer et puis le gérer de manière professionnelle, bien sûr, avoir une professionnalisation des compétences et puis des moyens d'action. Bien sûr, il y a des conditions extérieures qui sont favorisantes pour une bonne gestion. Le développement institutionnel en particulier, avec le cadastre, le système de comptabilité, le niveau d'éducation, l'existence d'un cadre juridique clair, et puis une politique d'appui technique de l'État ou financier selon les besoins. Donc je n'aborderai pas toutes ces questions sur les 4 situations dont j'ai parlé. Je me suis limité à quelques axes d'analyse. Savoir si le statut est public ou privé, le type d'objet des associations, qui peut en être membre, qui en bénéficie, qui contribue au fonctionnement de l'association, les prérogatives des associations et éventuellement leur contrôle par l'État, les liens avec l'aménagement, le mode de financement courant et enfin la professionnalisation. Donc je ne sais pas si j'arriverai à aborder tout ça en 20 minutes, en un quart d'heure plutôt. Donc l'analyse a été aussi guidée par 3 auteurs de référence. Donc le premier qu'a cité Thierry Ruff, c'est Elina Rostrom. Je me suis aussi basé sur Hodgson, qui est un juriste de la FAO, qui a fait une comparaison aussi internationale des différents systèmes d'association. Et puis enfin, dans une moindre mesure, sur Douglas Vermillon, qui a travaillé à l'IMI pour le transfert des périmètres irrigués à des associations. Donc le cas je vais présenter maintenant les 4 cas de façon un peu générale pour les situer. Donc le cas de la situation des GDA de Tunisie. La Tunisie a énormément investi depuis son indépendance en 1956, avec en 1956 65 000 hectares et actuellement de l'ordre de 400 000 hectares avec un doublement dans les 20 dernières années des surfaces irriguées et sur ces 400 000 hectares, environ 250 000 hectares de périmètre public. Ces périmètres étaient initialement gérés par l'État sous forme d'office, puis par l'État déconcentré. À la fin des années 80,
l'État a lancé une politique de transfert pour permettre la participation des usagers. Cette politique de transfert s'est concrétisée par la création de différents statuts d'associations qui ont évolué depuis 1987 jusqu'au GDA que nous connaissons maintenant. Donc aujourd'hui en Tunisie, il y a 1200 GDA qui s'occupent des périmètres publics irrigués, donc pour les 250 000 hectares de tout à l'heure. On constate en Tunisie des grandes difficultés sur ces GDA, puisque les 2/3 sont concernés par des difficultés graves, et la moitié de ces 2/3 ne fonctionnent quasiment pas. Donc des difficultés de recouvrement des coûts, des problèmes de respect des ouvrages, un désinvestissement des élus et une délégitimation de ces structures. Le cas des ASA, donc les ASA, les associations syndicales autorisées, qui sont des associations de propriétaires. Le principe de base des ASA, c'est que on est membre de l'ASA lorsqu'on est propriétaire d'un terrain dans le périmètre de l'ASA. Les origines sont très anciennes, mais comme l'a dit Thierry Ruffe, aujourd'hui, la formulation actuelle est principalement issue de la loi de 1865 qui a été remise à jour en 2004. Quelques chiffres sur les ASA. Alors d'abord les associations de propriétaires, il y en a 28 000 en France, dont 5 000 ASA, et sur ces 5 000, 2 000 s'occupent d'irrigation. Parmi ces 2 000, il y en a de nombreuses qui sont centenaires, donc qui ont traversé l'histoire et qui ont montré leur capacité à gérer des aménagements publics. 500 000 hectares équipés, c'est la moitié des surfaces d'irrigation collective, et ces ASA regroupent 140 000 propriétaires. Troisième situation, les associations d'irrigants d'Haïti. Donc ces associations ont été créées à l'occasion d'une politique de transfert de la gestion des périmètres irrigués à partir du milieu des années 80. Alors il y a eu cette politique, mais en même temps il n'y a pas eu de formalisation, donc il n'y a pas eu de loi pour instituer ces associations d'usagers. En 2011, lorsque nous avons fait cette étude, il y avait un projet de loi uniquement sur lequel les gens se basaient pour fonctionner, avec un statut type des associations d'usagers et puis quelques définitions de leur mission et de règles de transfert des périmètres. Donc les chiffres sur ces associations, c'est 90 000 hectares équipés, divisés en 250 périmètres. Une dizaine qu'on peut qualifier de grands. Tous les autres sont des petits périmètres de 50 à 500 hectares. Sur ces 250 périmètres, donc on a entre 100 et 150 associations, dont à peu près la moitié sont purement formelles, 30% ont un minimum d'activité et 20% fonctionnent de façon active. Donc un fonctionnement qui est quand même relativement difficile. Enfin, dernière situation, les Waterschappen des Pays-Bas, qui font en sorte que 34 000 km² de territoire des Pays-Bas ne soient pas inondés sans leur action. Donc là aussi, ce sont des institutions qui remontent très loin dans le temps. Elles ont un objet, mais j'en reparlerai tout à l'heure, qui est très large, puisqu'elles préviennent les inondations, mais cet objet s'est élargi. Et aujourd'hui, elles gèrent aussi de nombreux ouvrages hydrauliques pour l'eau potable ou pour l'assainissement. Elles sont reconnues en tant qu'institutions publiques, et elles ont un fonctionnement participatif avec diverses catégories de parties prenantes. On va le voir. Donc quelques chiffres. Il y avait 2500 Waterschappen en 1950, et il y a eu un mouvement de concentration au cours des 50 dernières années pour les réunir en 26. 11 000 salariés, 55 000 km de canaux et 2 milliards d'euros de recettes annuelles, globalement. Donc une institution très, très, très importante. Alors maintenant, je passe aux axes de comparaison de ces 4 situations. Tout d'abord, le statut, public ou privé, et puis l'objet large ou spécialisé. Donc les Waterschappen, on l'a dit, ont un statut public,
et elles ont un objet qui est spécialisé dans la gestion de l'eau, mais qui est relativement large à l'intérieur de cette gestion, puisqu'elles gèrent toute une série d'ouvrages, je l'ai dit juste avant, d'ouvrages et de fonctions. Les ASA ont un statut public avec un objet spécialisé relatif à la mise en valeur de propriétés ou de ressources naturelles. Donc pour ce qui nous concerne, ce sont des ASA d'irrigation. Donc elles sont spécialisées, elles ne peuvent faire que de l'irrigation dans leurs activités. Les GDA ont un statut privé, ce sont des associations privées avec un objet qui à l'origine était relativement spécialisé, puis compte tenu de ce statut privé, l'évolution naturelle a fait qu'elles ont pu prendre bien d'autres missions d'intérêt collectif. Les associations d'irrigants d'Haïti ont un statut privé avec un objet très large, par exemple œuvrer pour le développement économique de la zone et l'intérêt général des habitants, ce qui provoque un certain nombre de difficultés dans la gestion des redevances ou il y a parfois aussi une politisation assez forte de ces associations. Donc il y a une première différence de taille entre deux types d'associations, bien sûr le statut privé ou public. Le statut public a été octroyé à certaines associations pour reconnaître l'intérêt public porté par ces associations qui gèrent une ressource, qui est un bien commun, et puis qui souvent gèrent des aménagements qui ont été financés par l'État. La contrepartie de ce statut, c'est que leur objet est limité. Et donc, par différence, les associations privées ont un objet un peu plus large et on leur reconnaît moins l'intérêt public de leur gestion. Deuxième axe, c'est qui est membre, qui est bénéficiaire et qui est redevable. Donc il y a un grand principe pour les Waterschappen, c'est le principe Interest Pay Say. Donc tous ceux qui ont intérêt à la gestion de ces associations, enfin tous ceux qui ont intérêt à la fonction de ces associations doivent contribuer financièrement à leur gestion et ont une capacité de s'exprimer dans les choix qui sont faits. Les ASA, qui est membre, qui est bénéficiaire et qui est redevable, donc tous les bénéficiaires des Waterschappen sont membres et redevables. Pour les ASA, ces questions sont résolues très clairement et c'est automatique. Les membres sont les propriétaires qui possèdent des parcelles dans le périmètre irrigué, dans le périmètre syndical. Les bénéficiaires, ce sont pas forcément les propriétaires, ça peut être aussi des usagers. Donc les membres sont les propriétaires et ceux qui sont redevables sont aussi les propriétaires. En dernier ressort. Au niveau des GDA, les membres sont ceux qui adhèrent formellement à l'association. Donc il faut payer une cotisation. Il y a le principe de la liberté d'association. Donc même si on utilise l'eau, on n'est pas obligé de faire partie du GDA. Ceux qui utilisent l'eau sont censés avoir un contrat d'abonnement, donc ce sont les abonnés. De fait, c'est compliqué de gérer des contrats d'abonnement qui sont annuels et qui doivent être renouvelés chaque année. Donc les bénéficiaires et les usagers sont ceux qui prennent l'eau, mais qui peuvent assez souvent ne pas être membres et qui sont aussi parfois pas abonnés. Donc il arrive qu'il y ait un paiement direct sans passer par une gestion complexe administrative de ces contrats. Les associations d'irrigants n'ont pas d'assises territoriales. Il arrive qu'il y ait plusieurs associations qui se créent sur un même périmètre en concurrence. Tous les intéressés peuvent être membres sans qu'il y ait de formalisation de cette adhésion. Donc on ne sait pas trop comment sont gérés les droits de vote dans ce système. Et seul l'usager est redevable en fonction de son utilisation. J'ai traité cet axe, j'ai considéré que cet axe était très important parce que c'est une question qui est fondamentale aussi bien pour Ostrom que pour Hudson. Il y a des enjeux fondamentaux sur la maîtrise de la demande en eau,
sur l'équilibre financier et sur sa stabilité de l'équilibre financier des associations, mais aussi sur l'équité entre les bénéficiaires et sur la légitimité des décisions, voire de la structure elle-même. Donc là aussi, entre les structures anciennes des Water Chapin ou des ASA, ces questions sont traitées très clairement et sont gérées de façon très simple. Ce qui se dégage de ça, c'est souvent la question de l'obligation d'adhésion et de paiement qui n'est pas toujours liée à l'utilisation directe. Alors on me fait signe qu'il faut que j'accélère. Je vais vous parler du financement courant des associations. Pour les Water Chapin, le financement, les ressources financières sont très assurées puisqu'elles fonctionnent par l'impôt, avec des taxes et des redevances. Et c'est tellement assuré que pour financer leurs investissements, elles se sont regroupées et ont créé une banque, dont elles sont actionnaires et qui est considérée comme l'une des banques les plus sûres du monde. Elle est classée dans le top 10 et qui permet de financer leurs investissements. Les ASA ont une ressource financière assurée par deux mécanismes. Elles ont un budget qui doit être obligatoirement équilibré et qui est vérifié par la tutelle de l'État. Et d'autre part, elles ont un recouvrement qui est exercé comme pour les impôts et un recouvrement donc des recettes qui permet d'avoir un taux de recouvrement quasiment égal à 100%, sauf en cas insoluble de faillite ou de disparition des redevables. La seule limite au niveau financier des ASA, c'est qu'elles ne sont pas obligées d'amortir leurs investissements, ce qui fait qu'il peut y avoir des problèmes de renouvellement. Les GDA ont des ressources financières précaires. On l'a vu, l'abonnement n'est pas toujours mis en place. Il est appliqué très inégalement. Donc il y a un fondement juridique des recettes qui n'est pas toujours assuré. La seule manière de provoquer un recouvrement un peu forcé lorsqu'on est en face de personnes de mauvaise foi, c'est de couper l'eau, avec tous les problèmes que ça peut entraîner, puisque parfois il y a des bandes collectives. Et d'autres problèmes qui peuvent être aussi des mesures de rétorsion à l'intérieur du périmètre. Tu m'as coupé l'eau, donc je vais m'en prendre à ta famille. Pas de système fiable de recouvrement donc pour les GDA. Pour les associations d'irrigants d'Haïti, des ressources financières très précaires, des redevances votées mais peu ou pas recouvertes. Et puis, compte tenu du flou juridique, les usagers lettrés se retournent assez souvent contre les associations pour contester les redevances devant la justice et gagnent. Donc la question du fondement juridique des recettes et de la fiabilité du système de recouvrement est cruciale pour assurer la pérennité des associations. Et on le voit, là aussi, il y a des traditions anciennes qui ont assis très clairement le fondement juridique et qui ont mis en place un système de recouvrement très fiable. Combien de temps me reste-t-il? Il faut que je conclue. Donc, au niveau de la conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle universel. Chaque pays doit façonner ses institutions et les faire évoluer en fonction de grands principes. Il faut avoir en tête les grandes fonctions du gestionnaire et puis ce qui conditionne la durabilité. Et ensuite, il faut voir en fonction du niveau de développement institutionnel du pays quel équilibre on trouve au cas par cas. Donc j'ai comparé deux formes d'associations, les associations de droit public anciennes qui sont effectivement favorisées par ce cadre de développement institutionnel, et puis des associations plus récentes qui rencontrent de nombreuses difficultés. Merci de votre attention.